commence sur les rives africaines dans le royaume de Faya. Des bateaux motorisés venus d'Europe accostent, menés par un homme, Monsieur Dubeur, et son bras droit, son homme de main, Monsieur Gaucher. À leur arrivée, surprise, ce qu'ils découvrent n'est pas un continent sauvage. Le royaume Faya n'est pas seulement riche en or et en soie, il repose sur des savoirs. Les forgerons façonnent des outils d'une précision inégalée. Les savants étudient les étoiles pour prédire les saisons. Les guérisseurs, véritables encyclopédies vivantes, maîtrisent des centaines de plantes médicinales. Chaque enfant grandit dans l'amour des ancêtres, apprenant les valeurs de courage, d'honnêteté et de solidarité. Ce n'est clairement pas un monde sauvage, mais une civilisation vibrante, forte et organisée. Fidèle à notre légendaire hospitalité, nous accueillons ces étrangers avec chaleur. Monsieur Dubeur est logé et vit au sein de la famille de Monsieur Ebi, un polygame et père de 8 enfants. Une grande cérémonie est organisée et Monsieur Dubeur se voit même offrir une femme. Le roi, les notables, le guérisseur saluent ces commerçants qui proposent textiles, perles et pacotilles. Tout semble parfait, mais ce commerce n'est qu'un leurre. Monsieur Dubeur et ses hommes sont subjugués, impressionnés devant nos terres arables et toutes nos ressources naturelles qui leur semblent immenses, infinies. Nous qui ne connaissons que l'abondance ne pouvons pas nous douter que c'est ce qui manque le plus chez eux. Ils observent, sondent, notent. Ils comprennent sans difficulté que notre spiritualité est notre talon d'Achille, car elle est le ciment, l'organisation sociale des savoirs médicinaux, des rituels de passage, des relations à la nature. Ils réalisent également que le guérisseur du village, gardien du totem sacré, est la clé. La nuit tombée, en assassinant son totem d'un coup de feu, le guérisseur meurt instantanément. Le royaume est en deuil, désormais vulnérable. Profitant des funérailles, M. Gaucher, sous les ordres de Dubeur naturellement, brandit brusquement son bâton qui crache le feu. Un coup part. Le roi s'effondre. S'ensuit instantanément une rafale de tirs en direction de la cour royale, puis dans la cohue affolée. Le vacarme et l'afflux du sang font plonger tout le monde au sol, terrorisés. Dans la foulée, les guerriers ripostent et sont neutralisés en un temps record. Leurs lances et flèches ne peuvent pas rivaliser avec les balles. La terreur s'installe. Mais pourquoi M. Dubeur a-t-il fait le chemin jusqu'au royaume de Faya? La révolution industrielle a provoqué chez lui en Europe une baisse massive de la mortalité, entraînant une explosion démographique. Cette surpopulation a causé chômage et misère. Son problème est donc clair. 1. Il faut trouver de nouvelles terres pour déverser le surplus de population. 2. Dénicher de nouvelles sources de richesse pour entretenir la bourgeoisie. C'est ainsi qu'il s'est lancé à l'assaut du monde, et donc de l'Afrique aussi. Pour atteindre leur objectif, il a conçu avec minutie un plan stratégique en 4 étapes, avec pour devise, sous le signe de la croix, par la force du canon, pour la gloire de l'or. Phase 1. Prendre nos esprits, imposer leur religion, leur école et leurs idées pour façonner notre façon de penser dès l'enfance. Phase 2. Prendre nos terres et notre pouvoir. Utiliser la force militaire pour dominer, redessiner les frontières et diviser les peuples. Phase 3. Prendre nos richesses. Exploiter nos mines, nos champs, nos ressources et imposer leur monnaie pour contrôler notre économie. Phase 4. Perpétuer la domination. Transformer la colonisation en néocolonialisme. Garder l'influence par la dette, les accords économiques inégaux et le contrôle de nos décisions politiques. Bienvenue le travail forcé. Les hommes, les femmes et même les enfants sont arrachés à leur famille pour extraire le caoutchouc ou construire à main nue des chemins de fer sur des terrains accidentés. Refuser ou faiblir, c'est risquer la mutilation ou la mort. Que de décapitations, que de viols, que de villages incendiés pour atteindre ces fins. Les résistants se sont matés, les mains coupées pour l'exemple. Les fusillades, les dissuasions deviennent monnaie courante. Tandis que la terre pleure nos morts, des guerriers dans la forêt préparent des attaques éclairs. Les enfants, avec des mots codés, gardent vivante la mémoire de leurs ancêtres. À chaque balle tirée, une légende naît. La barbarie ayant servi à installer une relation de domination, M. Dubeur et son équipe peuvent désormais déployer leur seconde arme,
la plus tranchante, la plus vicieuse, la plus efficace et la plus pérenne. Leur religion. Les lieux sacrés sont brûlés sur la place publique, les fétiches profanés. C'est cette religion qui, sans verser le sang, va maintenir la domination, va désarmer et dénaturer des générations et des générations parce qu'ils l'ont diffusée, greffée dans les âmes et les cœurs par un outil extrêmement bien pensé, l'école. C'est ainsi que commence le lent et puissant pillage de l'âme. Des chapelles sont érigées là où nos ancêtres veillent. Les chants grégoriens étouffent les tambours. Ils nous prêchent le pardon, la soumission, l'abandon de soi, la patience dans la souffrance et la promesse d'une récompense dans l'au-delà. Heureux les pauvres en esprit. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. Pas besoin d'expliquer que c'était pour décourager la résistance. Il nous enseigne que nos dieux sont inférieurs, que nos ancêtres étaient des sauvages, que nos pratiques sont diaboliques, que notre peau est souillée, que nos noms sont païens. Abdou devient Albert, Minga devient Marie. Et quand l'obscurité tombe, loin des regards des missionnaires, nos pères nous racontent les secrets des astres et les légendes qui font frissonner les étoiles. La religion ne vole pas que les âmes, elle dérobe la fierté. Même les griots jadis porteurs de la mémoire sont tragiquement réduits au silence. La conversion religieuse devient une action de survie. Peu à peu, l'école, véritable cheval de Troie religieux, devient l'unique moyen d'éviter les pires sévices. Les enfants apprennent à lire et à écrire en langue coloniale pour devenir interprètes ou fonctionnaires au service des colons. Pour les familles, envoyer un enfant à l'école, c'est sauver sa vie, sauver son âme. Et pendant que nous sauvons nos âmes, ils nous pillent, ils nous volent. À mesure que M. Dubeur et compagnie pillent en toute tranquillité, ses voisins découvrent à leur tour ce nouvel Eldorado. Rapidement, ils s'affrontent sur nos terres qu'ils se sont appropriées sans notre avis. Pour éviter le fratricide, pour éviter de s'entretuer, ils s'entendent et se mettent d'accord en se rassemblant à Berlin en 1884-85. Autour de la table, 14 pays européens et américains réunis. 0 représentant africain. Et oui, quand tu n'es pas autour de la table, c'est que tu es sur le menu. Pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes leur propriété, leur bien. Nous constituons un succulent gâteau à partager. Un critère unique, les ressources. Les grands royaumes africains sont pulvérisés, divisés, partitionnés, émiettés en micro-États. Les lignes droites arbitraires tracées au milieu des villages deviennent nos frontières qui hantent encore le continent aujourd'hui. Les communautés ainsi que les familles sont partagées entre plusieurs États. C'est le règne, la dictature des frontières artificielles qui ne répondent qu'à leurs intérêts. Une fois l'Afrique émiettée et partagée, les ogres continuent de se battre entre eux pour élargir leurs empires en Europe. Les premières et secondes guerres mondiales éclatent. Problème, ils n'ont pas de soldats. Solution, nous déporter comme boucliers humains, de la chair à canon. Par milliers, nous sommes donc enrôlés de force dans ces guerres qui ne sont pas les nôtres. Nos vies sacrifiées pour la liberté de ceux qui nous oppressent. De retour au royaume de Faya, au lieu d'être accueillis en héros, les hommes de M. Dubeur nous abattent froidement. Simplement parce que nous avons demandé notre solde. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Les souvenirs de centaines de tirailleurs africains massacrés par les troupes coloniales françaises sont là, indélébiles. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables, insupportables. Inacceptable. L'Afrique s'embrase alors que dans une vague de révolte, du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, la résistance monte. Des figures comme Kwame Nkrumah, Ernest Rwandier, Félix Moumié, Oumniobe, Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba, Thomas Sankara mettent en avant des idéaux de souveraineté et d'autodétermination. Au royaume Faya, M. Dubeur pense qu'il a toujours la main. Pendant les guerres auxquelles il nous a conviés de force, nous avons appris qu'il n'est pas si invincible que cela. Lors d'une ultime tentative pour mater une insurrection, il est surpris par notre organisation
désormais très déterminé. Il est envahi par la peur et le choc de réaliser que sa domination s'est considérablement effilochée. Il est obligé de lâcher du lest. Il en prend conscience. Seulement, M. Dubert est aussi conscient qu'il ne peut plus vivre sans nos ressources qui lui sont désormais vitales, qui assurent le maintien de son niveau de vie. Il déploie alors son dernier coup de maître, partir sans partir. Il s'organise et laisse à la tête du royaume Faya M. Toto, un de ces rares Africains qui lui est corvéable à merci, un nègre de salon. À l'abri de regard, Dubert offre à M. Toto un livre secret qui lui explique la recette pour s'éterniser à la tête du royaume, et ce, peu importe le bon vouloir du peuple. C'est la Constitution. Son rôle, pérenniser l'emprise de M. Dubert malgré son pseudo-départ. Le temps a passé, et dans sa condescendance, il n'a pas vu arriver cette nouvelle génération d'Africains décomplexés qui a bien compris le manège. Cette génération d'Africains qui aujourd'hui rejette ses valets, remet en cause sa culture, renégocie les accords lyonnais qu'il a imposés, et cette fois-ci sans complexe et sans complaisance. M. Dubert et sa troupe ont perdu pied. Et d'ailleurs, ils se battent à nouveau entre eux. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux, plus instruits, plus connectés et plus déterminés que jamais. Aujourd'hui, jeune, souviens-toi, tu es l'héritier d'un peuple debout. Malgré les chaînes, les balles, les croix dressées, nous sommes restés dignes. Nos tambours battent encore. L'histoire ne s'arrête pas aux blessures. Elle continue à chaque fois qu'un enfant africain se lève, fier de ce qu'il est. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de jouer sur leur terrain avec leurs règles. Il est temps d'imposer notre propre vision, de reprendre le contrôle total de nos ressources, de faire de notre unité et de notre identité une force irrésistible. L'heure n'est plus à la résistance silencieuse. L'heure est à l'action souveraine et intentionnelle. Il ne s'agit pas d'une simple revanche sur l'histoire, non, de construire, de transformer le monde avec notre science, nos propres vérités, notre propre narratif, qui va nous permettre de nous libérer, de nous retrouver, de nous unir. Et ça commence aujourd'hui, avec nous, avec toi, ici, à Mansa. Repenser, transformer l'Afrique et inspirer le monde.